مشاهدينا الكرام، تلاميذنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دروس البكالوريا المباشرة لسنة 2011. مادة اليوم هي مادة العلوم الفيزيائية في درسها الثاني، موجهة أساسا لتلاميذ شعبتي علوم الإعلامية وعلوم التقنية. نذكركم بأرقام الهاتف الموضوع على ذمتكم يوميا ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال: 71 800 814 و 71 280 089. بإمكانكم الاتصال بنا ابتداء من الساعة 4 يوميا. بالنسبة للغدوة مثلا الدرس في مادة التصرف، حاضر معنا جملة من الأساتذة لتقديم الدرس تحت إشراف الأستاذ عبد الحفيظ بن سودة المتفقد للمادة اللي نحيل الكلمة. مرحبا بك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بناتي التلميذات، أبناء التلاميذ، أتقدم إليكم باسمي وبصفتي متفقد مادة الفيزياء وباسم أساتذتكم الأجلاء وكل من أجهد نفسه في سبيل أن يوفر لكم أكمل حظوظ النجاح في هذه السنة الدراسية الاستثنائية الحافلة بالتطورات والمكاسب، لأعلن اعتزازي الشديد بوقوفكم إلى جانب مربيكم وأسركم التربوية وتمسككم بحق التعلم والنجاح في كل ما حف بكم من الظروف والملابسات، واعتبروا سلوككم الحريص هذا طوال السنة الدراسية تعبيرا وطنيا صادقا عن انتمائكم لتونس ورغبتكم في بقاء المدرسة والتعليم مكسبا من أجل المكاسب ورهان تحد من أجل غد أفضل. نستهل الحصة على بركة الله بتقديم الأساتذة. شكرا لك أستاذ. أبدأ بتقديم الأساتذة. على يميني الأستاذة نعيمة عريفة، مرحبا بك أستاذة. أيضا الأستاذ مصطفى تحيدح، مرحبا بك أستاذ. على شمالي الأستاذ بشير بن مبروك، مرحبا بك أستاذ. والأستاذ كريم صفر، مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. في تقديم الأسئلة كل من الأستاذين خالد كشوندي والأستاذة مفيدة بحروني. وطبعا نذكركم بأرقام الهاتف في تقبلها كما قلت لكم: الأستاذة مفيدة بحروني والأستاذ خالد كشوندي 71 800 814، أيضا 71 280 089. درس اليوم في مادة العلوم الفيزيائية لشعبتي علوم الإعلامية وعلوم التقنية. درس الغد بإمكانكم الاتصال بنا ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال في مادة التصرف. السؤال الأول سيطرح من قبل الأستاذ خالد كشوندي. تفضل أستاذ. Merci. Concernant le dipôle RL-IRC, à travers les interventions des élèves sur ces deux dipôles, on remarque qu'il y a une petite ambiguïté entre le comportement électrique de ces deux dipôles qu'on peut éclaircir à travers une situation que M. Béchir Mabrouk va essayer de développer, soit un dipôle, soit un circuit série constitué par un générateur délivrant une tension constante, un résistor, un dipôle D inconnu. On se propose de reconnaître le dipôle D à partir de la courbe de réponse de la tension aux bornes du résistor en fonction du temps, qui a l'allure d'une exponentielle croissante, et pourquoi pas par la suite de déterminer les grandeurs qui caractérisent ce dipôle. Et merci. شكرا لك الأستاذ خالد كشوندي. طبعا في الإجابة على السؤال يتفضل إلى السبورة الإلكترونية الأستاذ بشير بن مبروك. تفضل أستاذ. Bon, pour la détermination, comment reconnaître un dipôle D inséré dans un circuit série, alors on va partir de ce dispositif. Voilà, le circuit électrique qui comporte un générateur de tension idéale de force électromotrice E, branché en série avec un conducteur ohmique R de résistance R, un dipôle D supposé inconnu et un interrupteur K. Évidemment, j'ai utilisé ici une diode peut-être pour protéger notre circuit contre les courants de rupture si le circuit a un caractère inductif. Alors, on utilise aussi un oscilloscope électronique à mémoire numérique qui permet de visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique. Sa masse est reliée au point B, son entrée ou la voie Y est reliée au point A. Alors, si on ferme l'interrupteur K, normalement, on aura la courbe de l'évolution de la tension UAB en fonction du temps.
Pour déterminer la nature de ce dipôle D, normalement, il faut suivre l'évolution de l'intensité du courant I de T en fonction de temps. Pour cela, la loi d'Ohm nous permet d'écrire que UR de T est égal R fois l'intensité du courant I de T. Vu que la résistance R est une constante positive, on peut dire que UR et I sont proportionnels. Par conséquent, l'évolution de l'intensité du courant est à un coefficient près celle de la tension aux bornes de résistor UR. Donc, l'intensité du courant peut être déduite donc, en écrivant UR de T divisé par la valeur de la résistance R. Voyons maintenant si la tension visualisée aux bornes du conducteur ohmique R est bien la tension UR. Évidemment, vous avez le masse est relié au point B, l'entrée est au point A, la tension visualisée est tout simplement UAB. Soit en choisissant un sens positif arbitraire du courant, après avoir fermé l'interrupteur, le courant I, normalement, le sens arbitraire est orienté vers le bas. En respectant la convention récepteur pour les deux dipôles D inconnus et le résistor, je peux écrire que ça c'est la tension aux bornes du dipôle UD et la tension UR. Par conséquent, vous remarquez bien que la tension UR, c'est tout simplement la tension UAB. Donc cette courbe, c'est UR de T. Bien entendu, UR de T a cette allure qui est l'allure exponentielle. En divisant par la résistance R, on aura la courbe d'évolution de l'intensité I du courant qui est exactement la même allure que celle UR. Passons maintenant à l'identification de ce dipôle. Donc, il faut analyser la courbe d'évolution de I en fonction de temps. Alors, la courbe I en fonction de temps, on a dit que c'est une courbe qui a cette allure. Première étape. Sur la courbe UAB ou aussi sur la courbe I de T, vous remarquez qu'il y a un retard d'établissement de la valeur maximale UR max. Donc l'existence de ce régime appelé généralement le régime transitoire, justifie donc l'existence du régime transitoire exclut la possibilité que D soit un résistor. On sait que pour un résistor, l'établissement du courant est un phénomène instantané. Deuxième point. Voyons maintenant l'autre partie de la courbe, c'est-à-dire le régime permanent. Pour T tendant vers l'infini, c'est-à-dire le régime permanent, au régime permanent, vous remarquez bien que la tension UR, elle croît et prend une valeur limite non nulle. Donc UR tend vers une valeur limite différente de 0. De même, I tend vers une valeur limite I0 qui est égale normalement à UR max divisé par R différente de 0. Le dipôle D, normalement, conduit ou laisse passer le courant contenu. D laisse passer le courant contenu. Par conséquent, je peux dire que D n'est pas un condensateur. D n'est pas un condensateur. On sait très bien que pour le cas d'un condensateur, en régime permanent, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, par élimination, donc vous voyez que le dipôle D ne peut pas être un résistor.
puisque l'établissement de courant est un phénomène instantané. Le dipôle D laisse passer un courant contenu. Donc, ce n'est pas un condensateur. Donc, par élimination, je peux déduire que D est une bobine. D est une bobine. Alors, une bobine, normalement, on peut la représenter de la façon suivante. Elle est caractérisée par une inductance L et une résistance interne non nulle. En convention récepteur, I et UAB sont opposés. On peut modéliser cette bobine de la façon suivante. C'est l'équivalent d'un petit générateur de FEME en série avec le résisteur R, soit en utilisant la loi d'Ohm généralisée, je peux écrire que UB c'est égal RI moins la FM de taux induction. Comme la FM de taux induction c'est moins DI sur DT, donc je peux déduire que la tension UAB c'est tout simplement plutôt UB. Pardon. Le UB c'est égal L dérivé de I par rapport au temps plus petit r fois I. Voilà pour cette expression. Alors maintenant, essayons de déterminer les grandeurs qui caractérisent cette bobine. Alors, pour déterminer les grandeurs qui caractérisent la bobine, revenons à notre montage. Le montage est constitué, comme on a dit, de conducteurs ohmiques de la bobine d'inductance L de résistance interne, petit r, l'interrupteur étant fermé, la FME étant constante. On choisit le sens arbitraire positif du courant en fléchant les tensions en respectant la convention au récepteur. Ça, c'est la tension donc UB et la tension aux bornes du résisteur UR. Donc, pour arriver à écrire l'expression de I de T, on applique tout d'abord la loi d'Emaille. Alors, pour la loi d'Emaille, c'est une loi qui permet d'écrire une relation entre les grandeurs électriques en jeu, telle que la tension UB, donc en choisissant un sens de parcours, UB plus UR moins la FME, c'est égal à 0, soit UB plus UR, c'est égal à E. En remplaçant les grandeurs électriques UB, UR en fonction de L et I, on peut transformer cette loi en une équation différentielle. Donc, soit L dérivé de I par rapport au temps, plus petit r I, plus grand R fois I, c'est égal à E. En regroupant les résistances, L dérivé de I par rapport au temps, plus la somme des R fois, normalement, I, c'est égal à E. En divisant par grand R plus petit r ou en divisant par l'inductance L, je peux écrire l'équation suivante. Le L sur la somme des R fois la dérivée de I par rapport au temps, plus I, c'est égal à E plus petit r. Cette équation différentielle traduit l'évolution de l'intensité du courant I. Quelle est la solution de l'équation différentielle? Alors, l'exploitation de l'écriture de l'équation différentielle dans les deux régimes prédéfinis de la première partie nous permet de déterminer l'inductance L et la résistance interne de la bobine. Voilà, donc revenons à la courbe en régime permanent. Donc déjà, on a dit que en régime permanent, donc vous avez l'équation DI fois L. Pardon. Alors pour DI, L sur la somme des R fois dérivée de I par rapport au temps, plus I égale à E sur la somme des R. Comment s'écrit cette équation différentielle dans les deux régimes? En régime permanent, comme première étape. Donc, en régime permanent.
Alors, en régime permanent, vous avez I prend une valeur constante I0 qui est égale à UR maximal divisé par R. Alors, la dérivée de I, par conséquent, sera égale à 0. Donc, soit en remplaçant de I par dt, sur dt par 0, on aura tout simplement I0, c'est égal à E sur la somme des R. I0, elle est donnée par UR max sur R. On peut déterminer facilement le petit r. Donc, petit r égale E sur I0 moins grand R. En remplaçant I0 par son expression, je peux déduire finalement que petit r égale à E, facteur de E sur UR max, moins 1. La donnée de la FME, connaissant la tension maximale aux bornes de résistor, qu'on peut la lire directement sur le graphe, donc ça c'est normalement le UR maximal, on peut calculer facilement la valeur de petit r. Passons maintenant à l'exploitation de l'équation différentielle ou de cette écriture en régime normalement transitoire. Alors, comment s'écrit cette équation en régime transitoire? Donc on va passer à l'autre étape. Donc au régime transitoire, l'équation différentielle admet, donc je dis bien au régime transitoire. Hein. Alors en régime transitoire, l'équation différentielle admet la solution suivante. I prend la forme, donc I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Où tau, c'est la constante de temps qui peut nous renseigner sur la rapidité de l'établissement du régime permanent. I0, donc tau ici, elle est égale à L sur la somme des R. Si on arrive à déterminer la constante de temps tau, connaissant la valeur de grand R, petit r c'est déjà déterminé, je peux déterminer facilement le L. Donc L normalement c'est égal à c'est tau fois la somme des R. Comment chercher la valeur de la constante de temps tau? Alors on revient sur la courbe de UAB en fonction de temps, qui est aussi la courbe I de t pratiquement un coefficient près. Pour la détermination de taux, on a le choix entre deux méthodes. Soit on trace la droite tangente à la courbe à t égale à 0. L'abscisse du point d'intersection avec la valeur maximale UR max, donc l'asymptote horizontale URM, ce point a pour abscisse tau. Ça, c'est la première méthode. Donc, c'est la tangente à t égale 0. Ça fournit le tau. Deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, c'est que la valeur, deuxième méthode, à t égale à tau, je peux écrire toujours que I égale à I0 fois 0,63, soit U R égale à 0,63 fois UR max. Donc ça c'est à l'instant tau. Donc 0,63 fois la valeur maximale URM, par projection, on peut déduire. Donc ça c'est 0,63 fois la valeur maximale URM. Ça nous permet normalement de trouver exactement la même valeur. Donc connaissant la valeur de taux, je peux facilement déterminer, comme j'ai dit, l'inductance L. Voilà, je vous remercie. شكرا لك الأستاذ بشير بن مبروك. سؤال الموالي تطرحه الأستاذة مفيدة بحروني. تفضل أستاذ. Alors, pour la partie des oscillations mécaniques forcées en régime sinusoïdal, les élèves veulent savoir comment distinguer entre les courbes de résonance d'élongation et de vitesse et comment exploiter ces courbes pour déterminer, par exemple, le coefficient de frottement H. شكرا لك الأستاذة مفيدة بحروني. في الإجابة الأستاذ كريم صفر. تفضل أستاذ. Merci.
Pour l'étude de la résonance d'élongation en résonance de vitesse, on a besoin d'un dispositif expérimental que je rappelle rapidement, qui comporte trois éléments essentiels: l'excitateur formé par le moteur, le résonateur qui comprend un ressort et un solide, et un troisième élément qui imprime au solide une force de frottement visqueux. Pour les courbes de résonance qu'on a proposé à déterminer, ce sont deux courbes à identifier. Je rappelle l'expression de l'élongation maximale Xmax en fonction de la pulsation de l'excitateur et les propriétés du résonateur, telles que K, la raideur du ressort, M, la masse du solide. Cette expression, elle dépend de H. Pour l'expression de l'amplitude de la vitesse, elle aussi dépend des propriétés, des caractéristiques du résonateur et de la pulsation de l'excitateur. Pour l'identification de ces deux courbes, on va raisonner de deux méthodes différentes. La première méthode, on va s'intéresser aux faibles pulsations quand oméga tend vers 0. Pour Vmax, elle va tendre, si oméga tend vers 0, elle va tendre vers 0. Par contre, pour Xmax, si la pulsation tend vers 0, ça va tendre vers Fm sur K. Fm, c'est la force, l'amplitude de la force excitatrice imposée par l'excitateur, le moteur dans ce cas, et K, la raideur du ressort. Donc on voit très bien la différence entre les deux. Ça, c'est 0. Donc Xmax ici, pour les faibles pulsations, va tendre vers une valeur différente de 0. C'est le cas de la deuxième courbe. Par contre, cette courbe, l'ordonnée à l'origine, va tendre vers 0. Donc, on identifie les deux courbes. Celle-là, c'est la courbe relative à la résonance de vitesse. Par contre, l'autre, elle est relative à la résonance d'élongation. Une deuxième méthode permettant de juger, d'identifier, si on connaît oméga 0, oméga 0 c'est la pulsation propre, oméga 0 c'est la pulsation propre du résonateur. Donc la résonance de vitesse, elle se produit, le pic de la résonance de vitesse se produit pour un abscisse qui correspond à oméga 0. Donc Vmax, l'amplitude est maximale quand oméga égale à oméga 0. Par contre, pour la résonance d'élongation, le pic se produit pour une pulsation qui est inférieure, comme l'expression l'indique. Donc oméga à la résonance d'élongation est inférieure à oméga 0, ce qui est écrit ici, puisqu'elle est diminuée d'un terme positif. Donc là, dans les deux cas, on peut identifier les deux courbes de résonance, résonance de vitesse, résonance d'élongation, par deux méthodes différentes. On va profiter à l'occasion pour montrer l'influence de ce facteur de ce coefficient de frottement, pour montrer son influence. Pour la résonance de vitesse, on remarque que si H augmente, le pic Vmax max il diminue, mais il garde le même abscisse à la résonance de vitesse, qui est égal à oméga 0 indépendant de H. Donc l'effet de l'augmentation du coefficient de frottement sur la résonance de vitesse est un effet qui rend la résonance floue, de plus en plus floue, mais n'affecte pas l'abscisse correspondant
qui est oméga 0. Par contre, dans le cas de la résonance d'élongation, on voit très bien que X max à la résonance diminue, la courbe s'aplatit et elle devient de plus en plus floue. Et en même temps, on remarque que la pulsation à la résonance d'élongation, elle diminue en augmentant H. Il faut noter que plus H augmente, oméga R est égal à la résonance d'élongation. Je rappelle son expression diminue et par suite, il ne faut pas dépasser une certaine limite au-delà de laquelle, si H dépasse H limite, qui est égal à racine de deuxième K, on n'observe plus le phénomène de résonance. Et par suite, la réponse devient linéaire, c'est le cas de la courbe en bleu ciel. Donc, on va répondre enfin à la question qui est la détermination de H. Donc, puisqu'on a identifié les deux courbes, on va déterminer H dans le cas de la résonance de vitesse. On sait pour la valeur Vmax à la résonance de vitesse, Vmax égale à Fm sur H. Donc, par suite, H égale à Fm sur Vm. Dans le cas de la résonance d'élongation, on va exploiter la pulsation correspondant à la résonance d'élongation. Donc, puisque je rappelle encore une fois son expression oméga RE carré égale à oméga 0 carré, la pulsation propre, diminuée de H carré sur 2m carré. Et par suite, on peut déterminer le coefficient de frottement H qui est égal à racine de 2m carré oméga 0 carré moins oméga RE. Donc là, la détermination du coefficient de frottement peut se faire à l'aide de la résonance de vitesse ou la résonance d'élongation selon le cas qui vous sera présenté. Je vous remercie. شكرا لك الأستاذ كريم صفر. نعود إلى تلقي الأسئلة. السؤال الموالي في تقديمه الأستاذ خالد كشوندي. تفضل أستاذ. Merci. Concernant la partie, les ondes progressives sinusoïdales, le long d'un fil élastique ou sur la surface libre d'un liquide, les élèves se posent la question suivante. Comment représenter la sinusoïde des temps ainsi que la sinusoïde des espaces et quelles sont les informations qu'on peut dégager de ces deux sinusoïdes. شكرا لك الأستاذ خالد كشوندي. في الإجابة الأستاذة نعيمة عريفة. طبعا نذكركم مرة أخرى بأرقام الهاتف الموضوع على ذمتكم للاتصال بنا سواء كان في المباشر أو ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال. رقم الهاتف الأول هو أمامكم 71 800 814. رقم الهاتف الثاني 71 280 089. غدا الدرس في مادة التصرف. تفضل أستاذ. Alors, je vais commencer par définir ce qu'on appelle l'onde progressive. Donc, l'onde, c'est le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu donné. Si le milieu est ouvert, alors l'onde est dite progressive. Alors, le dispositif nécessaire, alors je considère une corde horizontale tendue de longueur L, soit S l'extrémité de la corde attachée à un vibreur. Alors, le mouvement de S est alors verticale sinusoïdale d'équation horaire YS égale A sinus oméga T plus phi S, tout en sachant que oméga c'est la pulsation, T c'est la période et A c'est l'amplitude. Alors si je choisis phi S est égal à 0, le diagramme du mouvement de la source sera le suivant. Le vecteur de Fresnel, ça illustre bien qu'il s'agit de phi S est égal à 0 et le point S débute son mouvement dans le sens positif des élongations selon une crête. Alors je considère un point M de la corde tendue qui est située à une distance x
de la source. On se propose de représenter ce qu'on appelle la sinusoïde des temps relative au point M, ou bien ce qu'on appelle aussi le diagramme du mouvement de M en fonction du temps, ou bien tout simplement la courbe de variation de Y en fonction de l'élongation de M en fonction du temps, connaissant YS de T. Alors l'onde, bien sûr, est caractérisée par une vitesse ou bien célérité que je vais noter V. Alors si je vais désigner par θ le temps mis par l'onde pour atteindre le point X, on aura par conséquent X est égal à V fois θ. La distance parcourue par l'onde pendant une période, on va l'appeler longueur d'onde, notée lambda. Donc mathématiquement, si X est égal à lambda, alors θ est égal à la période horaire T. Alors, donc le point M, il va commencer à l'instant où il va recevoir l'onde, c'est-à-dire X sur V. Et lorsqu'il va commencer à vibrer, bien entendu, il va commencer selon le principe de propagation de l'onde, il va reproduire le mouvement de la source. Alors, selon l'équation mathématique, Ym de T, c'est Y de S à l'instant T moins θ, qui se traduit par A sinus oméga, c'est 2pi sur T fois T moins X sur V. Alors, qui est en fait égal à A sinus 2pi T sur T moins 2pi X sur lambda, voilà, tout en tenant compte que phi S est égal à 0. Donc, si j'essaie de résumer, pour représenter le diagramme du mouvement ou bien la courbe de variation de Ym en fonction du temps, on doit repérer sur l'axe des temps tout d'abord θ. Tant que le point M n'a pas reçu l'onde, il est au repos. Et lorsqu'il va recevoir l'onde, à partir de l'instant θ, il va commencer à vibrer tout en reproduisant le même mouvement de la source. Je constate bien que les deux points débutent leur mouvement de la même manière dans le sens positif des élongations selon une crête. Bon, maintenant, pour passer à la sinusoïde des espaces, nous avons besoin d'une simulation. Alors tout d'abord, la sinusoïde des espaces, c'est tout simplement la courbe qui représente l'élongation en fonction de x. Oui. Alors donc, c'est l'aspect de la corde à un instant t bien déterminé. C'est comme si je prends une photo de la corde à un instant bien déterminé. Alors ici, nous avons le vibreur. Les points noirs constituent les différents points de la corde. Alors, essayons de décomposer le mouvement de la source à partir de l'instant t est égal à 0. En démarrant, donc, je constate que à l'instant t est égal à 0, le point S commence son mouvement selon une crête dans le sens positif des élongations. Alors, puisque les autres points reproduisent le même mouvement de la source, donc toujours au niveau du franc d'onde, le franc d'onde c'est la distance parcourue par le point atteint par l'onde. Au niveau du franc d'onde, nous aurons toujours le même aspect, à savoir ici une crête. Donc quel que soit, voilà, donc toujours nous aurons une crête. Alors je vais revenir à l'autre page. Alors, maintenant, si je vais conclure, comment représenter l'aspect de la corde ou bien la courbe de variation de Y en fonction de X à un instant bien déterminé. À titre d'exemple, nous allons essayer de représenter l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 1,5 T. Alors tout d'abord, je dois savoir l'abscisse du franc d'onde. Disons, à l'instant T1 égale 1,5 T, l'onde atteint le point X1 situé à une distance V fois T1, soit 1,5 VT, soit 1,5 lambda. Alors donc, comment représenter la sinusoïde
des espaces. Alors, les points qui sont au-delà de X1 n'ont pas encore reçu l'onde, donc ils vont être encore au repos jusqu'à la longueur L, c'est décalé. Et les autres points, pour X inférieur à X1, ils vont commencer à vibrer, bien sûr, tout en tenant compte que l'aspect de la corde au niveau du front d'onde est une crête, c'est-à-dire un déplacement vers le haut dans le sens positif des élongations. Donc, la sinusoïde des temps et la sinusoïde des espaces sont deux courbes qui décrivent l'état vibratoire de la corde. Essayons de les observer les deux en même temps. Voilà. Alors, voici le vibreur, comme tout à l'heure. Alors, les différents points de la corde, je vais indiquer ou bien choisir un point de la corde qui est coloré en rouge. Alors, le point M considéré, par exemple, il est situé à une distance X. Ici, nous aurons l'aspect de la corde à un instant que je vais définir par la suite. Et ici, nous aurons ce qu'on appelle la sinusoïde des temps, c'est-à-dire la variation de l'élongation de M en fonction du temps. Alors, ce que je vais démarrer. Ensuite, je vais arrêter. Bon. Alors, je vais essayer de bloquer l'onde lorsqu'elle va atteindre le point M. Voilà, à peu près. Donc, voici la sinusoïde des espaces correspondant à l'instant où l'onde atteint le point M. Alors, si je vais observer la sinusoïde des temps, je constate que le point M considéré, il n'a pas encore, il va juste commencer à vibrer puisqu'il va recevoir l'onde lorsque je vais redémarrer et j'aurai plutôt la sinusoïde des temps. Voilà. Alors, revenons à l'autre page. Alors, finalement, la deuxième partie de la question, c'était de déterminer quelles sont les informations que fournissent les deux types de sinusoïdes. Par exemple, je vais commencer par la sinusoïde des temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement? Par exemple, l'amplitude des oscillations A. Par exemple, quoi encore? La période T par mesure directe. Ensuite, connaissant que notre point commence ou bien débute son mouvement dans le sens positif selon une crête, donc on peut en déduire que phi s est égal à 0. Ensuite, on connaît encore que l'onde atteint le point d'abscisse x1 pendant une durée t1, donc je peux calculer la vitesse x1 sur t1. En fait, enfin, je peux aussi déterminer l'équation horaire du mouvement du point M1. Alors, il suffit de lire directement sur la courbe. Alors, si t est inférieur à T1, le point M ne vibre pas encore, alors YM de T est égal à 0. Au-delà de T1, si T est supérieur à T1, le point M vibre selon l'équation horaire Y égale A sinus oméga T plus phi M. Alors, je peux retrouver phi M par extrapolation de la courbe jusqu'à l'origine et ça démontre bien qu'il s'agit de phi M est égal à pi. Alors, finalement, pour la sinusoïde des espaces, je peux par exemple déterminer la valeur de A de même, la longueur d'onde lambda qui est la période spatiale. Je peux aussi en tenant compte que au niveau du front d'onde, nous avons une crête, alors donc je peux en déduire que phi s est égal à 0. De même, connaissant x1 et t1, je peux calculer la vitesse ou bien la célérité de l'onde. De même, on peut chercher le lieu de quelques points particuliers, par exemple des points qui vibrent en phase ou bien en opposition de phase par rapport à la source et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. شكرا لك الأستاذة نعيمة عريفة. السؤال الموالي تطرحه الأستاذة مفيدة بحروني. تفضل أستاذ. Alors, pour les élèves de la section sciences de l'informatique, on demande surtout d'expliquer le principe de fonctionnement d'un multivibrateur astable. C'est ça donc la question. هذا هو السؤال. يتولى الإجابة الأستاذ المنصف تحيدح. تفضل أستاذ. شكرا. في انتظار الإجابة. تفضل أستاذ. تفضل.
Alors pour expliquer le principe de ce qu'on appelle fonctionnement d'un multivibratteur instable, il suffit avant tout de se rappeler un petit peu la définition d'un multivibratteur instable et ce qu'on appelle sa fonction de transfert. Alors, on va se rappeler un petit peu donc, la définition d'un multivibratteur instable. Alors, un multivibratteur instable, normalement, c'est un générateur autonome délivrant donc un signal périodique en créneau constitué de deux états. C'est ce qu'on appelle donc un état haut et un état bas. Alors, généralement, c'est que ce multivibratteur instable, il est constitué donc de deux éléments principaux. C'est ce qu'on appelle le réservoir d'énergie, qui est dans notre cas un simple condensateur, dont la charge et la décharge du condensateur sont commandées par un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le comparateur à hystérésis. Alors, dans ce cas, on peut voir le schéma donc simplifié de ce qu'on appelle un multivibratteur. Alors, là, on peut voir les deux compartiments, c'est-à-dire le compartiment de notre comparateur et le réservoir d'énergie qui est le condensateur. Alors, la chose la plus importante ici, c'est que on voit bien que la tension d'entrée de notre multivibratteur, qui est représenté ici par la tension au bord du condensateur. Alors, il y a une boucle entre l'entrée et la sortie. Cette boucle est réalisée par un résisteur R. Par un résisteur donc R. Et par conséquent, là, on peut voir la différence entre le cas d'un comparateur qui est soumis, par exemple, à une tension d'entrée indépendante, et dans le cas où, par exemple, ici, on voit que la tension d'entrée, elle est commandée par la sortie du comparateur. Alors, si on essaie de voir la fonction de transfert, en fin de compte, de ce multivibratteur, c'est-à-dire, on va essayer de voir la courbe de variation de la tension de sortie US en fonction de la tension d'entrée UE. Alors là, par exemple, on peut voir sur l'écran une simulation donc légère de la fonction de transfert. On voit que la boule bleue, ça représente les valeurs de la tension de la sortie. La boule rouge, ça représente la variation de la tension au bord du condensateur. Là, vous remarquez que lorsque la tension au bord du condensateur, elle évolue entre ces deux valeurs EBH et UHB, on voit que la tension à la sortie US, elle bascule entre les deux états de valeurs, donc UH et UB. L'important ici, c'est que la tension du condensateur, puisqu'elle est commandée, on voit bien qu'elle bascule entre les deux valeurs EBH et UHB, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Alors, normalement, cette fonction de transfert, c'est ce qu'on appelle en général par un cycle d'hystérésis, et c'est pour cela qu'on a dit que le comparateur est un comparateur hystérésis, c'est-à-dire que la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, on voit bien qu'elle a deux formes tout à fait différentes, c'est-à-dire non superposées, dans le cas où la tension au bord du condensateur elle est croissante, et dans le cas où la tension du condensateur elle est décroissante. Alors, lorsque la tension au bord du condensateur elle est croissante, on voit bien que la valeur de la tension de sortie elle est à l'état haut, c'est-à-dire à la valeur UH, et lorsque la tension au bord du condensateur elle est décroissante, c'est-à-dire de la valeur UHB vers la valeur UBH, la tension de sortie elle est à l'état bas, c'est-à-dire sa valeur c'est UB.
Maintenant, on se pose la question, c'est que l'étude de ce multivariateur, normalement, à quoi ça sert exactement, ou bien quel est l'objectif final de cette étude? Alors, généralement, le multivariateur, il est utilisé sous forme d'horloge dans ce qu'on appelle les compteurs électroniques. Et normalement, ce qui compte dans cette horloge, c'est ce qu'on appelle sa fréquence ou bien sa période. Et tout ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que comment, théoriquement, on peut expliquer ou bien comment atteindre d'une façon ou bien par étude théorique à définir l'expression en fin de compte de ce multivariateur à stade. Alors pour cela, donc, on va essayer de voir un traitement théorique de cette étude. Alors, là, par exemple, je peux voir sur l'écran, donc, équation différentielle en UC de l'oscillateur. Donc, pour atteindre finalement l'objectif, c'est-à-dire comment exprimer théoriquement donc, la période de ce multivariateur, on va passer par faire l'étude de l'équation différentielle en UC de l'oscillateur ou bien de ce multivariateur. Alors pour cela, comme vous voyez, donc, on applique la loi d'Emaille. Par conséquent, donc, on peut voir, en appliquant la loi d'Emaille, que UC plus UR moins US égale 0, ou bien, donc, je peux la traduire par UC plus UR égale à US. Alors, sachant que UR égale RI, la charge Q du condensateur, on peut l'exprimer par la relation C-UC. Sachant que, d'après la convention récepteur, que I égale à dQ sur dt, et finalement, je peux voir que I peut être exprimé par C, la dérivée de UC par rapport au temps, et finalement, je peux voir que R, ça va être noté par RC, la dérivée de UC par rapport au temps. D'où l'équation différentielle. Donc, je vais avoir finalement UC plus RC, la dérivée de UC par rapport au temps, égale à US. Alors maintenant, je sais que US, c'est-à-dire la tension de sortie, elle va basculer entre les deux valeurs, UH et UB, qui définissent donc l'état haut et l'état bas. Alors, normalement, on a vu au début de l'année une telle forme d'équation différentielle, c'est que la solution générale d'une équation différentielle de cette forme est de la forme UC égale à exponentielle moins T sur RC plus une constante B. Maintenant, alors pourquoi étudier en fin de compte ce qu'on appelle la fonction de transfert? Alors, la fonction de transfert, son importance est de définir finalement certaines grandeurs avec lesquelles je peux, par exemple, déduire les quantités ou bien les grandeurs A et B. Alors, on a vu que lors, en fin de compte, de la croissance de la tension UC, notre oscillateur il est à l'état haut. Et normalement, la tension UC, elle évolue donc de la valeur EBH vers la valeur EHB. C'est pour cela que lorsqu'on va résoudre l'équation, généralement, on doit mettre en évidence deux choses. C'est que quelle est la valeur de UC à l'instant 0 et quelle est la valeur de UC voilà, que peut prendre la tension UC à un temps infini. Alors, par exemple, je peux choisir un exemple ici, c'est que je prends T un instant où UC égale à EBH, c'est-à-dire que la tension au bord du condensateur égale à EBH. Alors, d'après le cycle, en fin de compte, on voit que UC croît à partir de cette valeur, et ES, normalement, prend la valeur de l'état haut UH. Alors maintenant, on sait très bien, c'est comme dans le cas où on a vu la charge d'un condensateur par un échelon de tension, que finalement, après un certain temps infini, que la tension au bord du condensateur va atteindre la valeur de cet échelon-là, c'est-à-dire pour ce cas, c'est UH. Et finalement, je peux noter donc mes équations. UC de 0 qui est égal à plus B égale EBH, et UC à l'infini qui est égal à B égale à UH. Alors maintenant, je peux donc remplacer finalement dans l'expression de UC, et je vais avoir l'expression finale, UC de T égale EBH moins EH, exponentielle moins T sur LC plus EH. Maintenant, je sais très bien que notre comparateur, lorsqu'il va être à son état haut, cet état va durer un certain temps. Si je pose ce temps-là, TH, la durée de l'état haut, pendant
pendant que la tension UC va passer donc normalement à la valeur UHB, je peux dire finalement que UC à l'instant TH, que je vais remplacer donc dans l'expression finale, est égal à UHB. Alors le développement de cette expression-là, d'accord? Alors le développement de cette expression, ça va nous donner tout simplement l'expression de la durée de ce qu'on appelle l'état O de notre multivibrateur. Alors comme on voit ici avec un raisonnement tout à fait identique, on peut déduire aussi la durée en fin de compte de l'état bas, sachant qu'au cours de cet état-là, la tension UC initiale c'est UHB, la tension finale en fin de compte c'est UBH et notre échelon de tension c'est égal à UB. Et enfin, finalement on peut retrouver donc cette expression-là. Alors pour la période de notre oscillateur, c'est la somme TH plus TB pour avoir donc la période totale. J'ajoute شكرا لك الأستاذ مصفى حيدح. ما نعرفش إذا كان الآن الكلمة نحيلوها الأستاذ المتفقد عبد الحفيظ بن سودة بعد شكر الأساتذة كريم صفر، أيضا الأستاذة نعيمة عريفة، الأستاذ مصفى حيدح، الأستاذ بشير بن مبروك، الأستاذ خالد كشوندي، والأستاذة مفيدة بحروني. تفضل أستاذ عبد الحفيظ. أشكر الأساتذة المنشطين على ما قدموه وكل من تدخل في العملية التربوية لإنقاذ السنة الدراسية ونجاح التلاميذ. وإني بهذه المناسبة لاستحثكم بناتي أبنائي على مواصلة هذا المنهج ورفع هذه التحديات وإثبات قدراتكم الذاتية على تجاوز كل ضاغطة أو صعوبة تقف في طريقكم. كما أشجعكم على التعامل التربوي الرصين مع فضاء الامتحان وكل المتدخلين فيه والتفكير بتبصر وروية في مادة الاختبارات المقدمة مع الإيمان الراسخ بأن ما سيقدم لا يبتعد عما كان يتعلم في فصولكم ومع أساتذتكم، وأن الثقة في النفس وحضور البديهة وخبرتكم في معرفة طبيعة طرح الأسئلة والمطلوب منها تمشيا ومحتوى وشكل إجابة هو الذي سيسعفكم ويشحذ ذاكرتكم الاشتغالية وبعيدة المدى للتذكر والإدلاء بالأجوبة. ونحن لا نشك أدنى شك في قدراتكم الذهنية على البرهنة والتحليل والاستنتاج والتبرير والتقديم ومحاولة إيجاد الحلول لما يجابهكم من مشاكل ومسائل حتى إحراز النجاح والتألق والتميز في دورة استثنائية بكل المقاييس هي دورة التلميذ التونسي المحب لوطنه الحريص على تحقيق أفضل النتائج ورفع التحديات المعرفية والتربوية الوطنية. دمتم على درب النجاح وليوفقكم الله ويجعل مستقبلكم مدعاة افتخار واعتزاز لتونس والمدرسة وأهاليكم، وغدا أنتم من الناجحين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.